Bonjour à toutes et à tous. Écoutez, bienvenue pour ce nouveau webinaire sur la valorisation du droit au bail. Donc aujourd'hui, on est ravi d'accueillir Julien Mereror, qui est avocat à Lyon et qui nous fait le plaisir de faire cette présentation, de nous faire cette présentation sur la valorisation du droit au bail et au-delà de ça, sur le droit au bail. Alors, très rapidement, vous avez vu qu'on fait un webinaire par mois. On pense que c'est important cet aspect humain, parce que au-delà d'avoir une suite logicielle que vous connaissez bien, parce qu'on voit qu'on a des clients abonnés sur la partie valorisation entreprise et maintenant valorisation fonds de commerce, etc. En fait, ce qui est en train de mettre en place Avalor, et peut-être qu'il y aura un simulateur du droit au bail, on verra en fonction de l'intérêt que vous portez sur le sujet. L'idée d'Avalor, depuis 10 ans maintenant que ça existe, c'est de vous proposer une suite complète autour de l'été, alors non pas l'été avec la canicule, mais l'été comme évaluation et transmission d'entreprise. D'ailleurs, on sera au congrès en septembre. On espère vous y retrouver. On aura un beau stand de 18 mètres carrés pour vous présenter l'ensemble des solutions et vous accompagner sur tous les sujets de valorisation, soit au travers du logiciel, mais aussi le côté humain. Dès qu'il y a un de vos clients qui vous pose une question sur l'évaluation de la valorisation, du pack du trade, du commissariat aux apports, de la transmission d'entreprise, etc., on vous invite, nous on est à votre service, Avalor est à votre service, soit au travers du logiciel, soit en sous-traitance et en accompagnement. Et là, je vais laisser la parole à Julien qui va se présenter. Juste en accompagnement, merci Eva d'avoir organisé ce webinaire en collaboration avec Corentine et Corentine qui s'occupe aussi de la formation parce qu'on fait aussi de la formation. Donc, on est vraiment là pour vous accompagner. Et donc, ravi de nouveau d'accueillir Julien qui a fait un gros travail, vous allez voir, de présentation du droit au bail et de la valorisation. Juste pour les questions, donc, comment fonctionner là? Alors pour les questions, je vous invite alors, si vous avez des questions au fur et à mesure, n'hésitez pas à les poser dans le chat. Comme ça, au moins, vous les oubliez pas. Mais on aura une session de 20-15 minutes à la fin où là, on pourra ouvrir les micros et échanger du coup tous ensemble de vive voix. Donc voilà, au fur et à mesure dans le chat. Et puis à la fin, on pourra directement répondre aux questions qui sont posées et puis ouvrir les micros. Comment ça fonctionne après pour la rediffusion, Corentine? La rediffusion du webinaire sera disponible sur notre chaîne YouTube et on vous enverra tous un petit mail récapitulatif avec du coup le lien pour y accéder ainsi que la présentation que vous allez pouvoir voir par la suite. Mon cher Julien, nous te passons la parole. On ouvre le micro, Julien. Alors, Désolé, Julien. Non, c'est bon, oui. Est-ce que oui, j'avais coupé pour pas que ça fasse d'interférence. Donc, merci Franck pour cette passation. Bonjour à tous. Donc, alors, je vais essayer d'aborder la question de la valorisation du droit au bail. Alors, moi, pour le coup, donc, comme vous l'avez compris, je suis avocat au barreau de Lyon. J'interviens principalement en droit immobilier et avec toute une partie sur les baux commerciaux. Et notamment, je fais partie de la commission. Il y a une commission au barreau baux commerciaux, donc j'en fais partie. Je suis membre de cette commission-là. Aujourd'hui, la question de la valorisation du droit au bail, je vais la traiter uniquement, pour ma part, sur un aspect juridique et éventuellement de ce que vous allez pouvoir éventuellement mettre en termes d'éléments juridiques par rapport à, on va dire, des éléments comptables ou financiers de l'autre en parallèle. Il faut savoir que sur ce webinaire, on va traiter que de la valorisation du droit au bail dans le cadre du bail commercial et donc j'exclus d'ores et déjà toutes les problématiques qu'on peut retrouver sur d'autres baux, notamment parfois sur des baux ruraux. Mais en tout cas, ici, l'idée est uniquement de faire sur le bail commercial. Il faut également savoir que toutes les données en fait, que nous, on a en termes de jurisprudence judiciaire sur la valorisation du droit au bail est notamment issue d'une problématique bien spécifique qui est dans le cadre des indemnités d'éviction, puisqu'en fait, c'est là où on a du contentieux, c'est là où on a le plus de contentieux, et c'est là où les experts judiciaires sont souvent amenés, ou les juridictions,
à se prononcer sur les méthodes d'évaluation du droit au bail. Ceci étant dit, je pense que vous le savez, voilà, le droit au bail, c'est un élément du fonds de commerce qui, dans le cadre d'une société, est lui aussi également un élément d'actif, pour le coup, inscrit en tant que tel à l'actif du bilan de la société. Donc, indirectement, on pourrait dire que le droit au bail est un sous-actif si on est dans le cadre d'une société plus complète. Alors, ce qui va nous amener au final à poser la première question, c'est de savoir quand est-ce qu'on parle finalement de valorisation du droit au bail et quand est-ce qu'on a une valorisation. Alors, on va dire globalement, on peut à peu près avoir 4 typologies de situations dans lesquelles on va pouvoir parler de valorisation de droit au bail. La première, ça va être dans le cas de la cession des murs. Alors, le cas de la cession des murs, il est assez simple. C'est celle où on a un bailleur qui cherche tout simplement au final à vendre son local dans lequel il y a un exploitant, souvent soit à son locataire, soit à un tiers. La valorisation, dans ce cas-là, elle va être en général assez corrélative en fonction de l'emplacement du lieu où est le local, mais aussi de la question du loyer. Et globalement, dans le cadre des cessions de murs, on va considérer, si on fait un point grosso modo, qu'un euro de loyer, c'est en termes de vente, c'est entre 10 et 15 euros au moment où on fait la cession du local commercial. Et donc après, on aura un ratio qui va à peu près s'appliquer en fonction des situations des baux, de la qualité du bail, etc. La seconde situation où on va pouvoir parler du droit au bail, c'est ce que je disais tout à l'heure, en fait, c'est dans le cadre de la cession du fonds de commerce, puisque c'est un des éléments du fonds de commerce. Et donc, à ce moment-là, on va pouvoir traiter éventuellement le droit au bail. Il va avoir une influence sur la valorisation du fonds de commerce. Il va pouvoir jouer à la hausse ou à la baisse en fonction de l'implantation ou en fonction de la typologie du bail commercial qu'on a dans le cadre de la cession du fonds de commerce. On a la troisième hypothèse, qui est l'hypothèse en fait qu'on va essayer d'aborder ce matin, qui est l'hypothèse de la cession du droit au bail pur, donc on distingue, nous, juridiquement, de la cession de fonds de commerce, puisque quand je cède mon droit au bail, je cède in fine qu'un élément parmi tant d'autres du fonds de commerce, et je vais avoir la question de sa valorisation et de comment je le valorise en tant que tel, puisque je vais vendre qu'un seul des éléments de mon fonds de commerce. Et le quatrième cas, c'est ce que je vous expliquais en introduction, c'est au moment au final de la fixation de l'indemnité d'éviction, puisque tous les cas aujourd'hui que nous on a en termes juridiques et judiciaires sont sur des fixations d'indemnité d'éviction où on va retrouver à un moment donné la fixation de la valorisation du droit au bail, puisqu'on considère que ça fait partie, entre autres, des indemnités que peut percevoir le locataire, mais ça fait partie en tout cas de l'indemnité principale de la valorisation de cette indemnité d'éviction, et qu'à minima, même si je n'ai pas grand-chose à toucher en termes d'indemnité d'éviction, à minima, j'ai toujours mon droit au bail qui doit être indemnisé auprès du preneur. Ceci étant, donc, on a posé le contexte. Les questions qui vont se poser ensuite, c'est au final, qu'est-ce qu'un fonds de commerce? Puisqu'on l'a dit, c'est un des éléments du droit au bail. Le droit au bail est un des éléments du fonds de commerce. Donc, on considère que le fonds de commerce, assez classiquement, en fait, c'est un actif dans lequel on va avoir des droits et des valeurs au moyen desquels on va pouvoir avoir un emplacement et sur lequel un exploitant va pouvoir, on va dire, commercer pour exercer son activité. Dans le fonds de commerce, classiquement, on a ce qu'on distingue entre, d'un côté, les éléments incorporels, de l'autre, les éléments corporels. Et dans les éléments incorporels, je ne vais pas vous faire toute la liste, mais on a la clientèle, on a ce fameux droit au bail, et après, on a effectivement d'autres éléments qui viennent s'ajouter à ces éléments incorporels. De l'autre, on a les éléments corporels qui, pour le coup, sont physiques, c'est le mobilier, c'est les marchandises, qui vont aussi faire partie de ce fonds de commerce. Et donc, en fait, quand on va parler de droit au bail, on va parler d'un des éléments incorporels du fonds de commerce et on va du coup céder in fine un seul et unique des éléments par rapport à tout le reste qu'on pourrait éventuellement céder. Donc, on se retrouve dans des situations qui sont
plutôt restreinte, puisque ce qu'on va avant tout considérer qu'on cède, en fait, c'est un emplacement. La question ensuite est de savoir comment on définit cet emplacement et comment on définit ce droit au bail. Alors, il y a eu 2 définitions qu'on peut donner. Il y a une première définition qui est plutôt fiscale, qui en fait, c'est combien est le coût de cet emplacement pour celui qui va acheter ce droit au bail et à combien je l'achète et en fonction pour prendre la suite et continuer l'exploitation. Et il y a une seconde définition qui est plutôt, pour le coup, juridique, qui, elle, va considérer que le droit au bail, en fait, il est attaché de toute façon à la propriété, ce qu'on appelle la propriété commerciale, avec le bail commercial, que c'est un droit réel. C'est un droit réel un peu virtuel, mais c'est tout du moins comme ça que la jurisprudence l'interprète, et que ça va conférer en fait au locataire, c'est le droit du locataire de pouvoir rester dans les lieux. Ce qui en fait signifie que demain, par exemple, si j'ai un bailleur qui venait à délivrer un congé à son locataire, ça remettrait en cause son droit au bail et en contrepartie du départ du locataire du local commercial, le bailleur, lui, doit payer ce qu'on appelle l'indemnité d'éviction. Alors, sauf il y a quelques exceptions pour éviter de payer l'indemnité d'éviction, mais globalement, dès lors que j'ai un congé sans offre de renouvellement qui est délivré par un bailleur, j'ai le paiement derrière d'une indemnité d'éviction. Et dans cette indemnité d'éviction, on calcule le droit au bail parce qu'en fait, je perds mon emplacement que j'avais jusque-là. Une fois posées les définitions, les questions en fait de savoir c'est ce qui va influencer à la hausse ou à la baisse la valorisation de mon droit au bail. Et dans les éléments qui vont influer sur la valeur de mon droit au bail, on a, vous l'avez compris en premier, on a l'emplacement. Si j'ai un bon emplacement avec un emplacement qui est recherché par des investisseurs parce qu'on est sur une zone où au final il y a très peu de locaux commerciaux qui sont à disposition des différents locataires, des différents preneurs, je vais avoir un intérêt pour l'emplacement et donc ça va faire mécaniquement augmenter la valorisation de mon droit au bail parce que je ne peux pas louer autre chose que des locaux qui sont déjà pris à bail. Le deuxième facteur qui va pouvoir grandement influer sur la valorisation du droit au bail, ça va être le montant du loyer. On considère ici que plus j'ai un loyer payé actuellement par le locataire qui est bas, et plus j'ai une valeur de marché en réalité au pourtour du local commercial considéré qui est importante, plus ma valeur du droit au bail va être importante parce que en fait, là, par exemple, si on considère que j'ai un loyer commercial à 10 €, mais que le marché aux alentours est de 100, j'ai un différentiel de 90 € et donc je vais avoir un intérêt au final à récupérer le droit au bail puisque pendant X années, je m'assure de pouvoir payer 10 € alors même que mon voisin d'à côté va en régler 100, donc ce qui va augmenter indirectement la rentabilité de mon local commercial. Donc, le montant du loyer, c'est le deuxième élément qui est important. Le troisième élément qu'il faut regarder quand, au final, on fait des cessions de droit au bail, c'est la destination contractuelle. La destination contractuelle, normalement, elle est présente dans tous les baux commerciaux et, en fait, en fonction de la rédaction qui est faite, on va avoir une influence sur la valorisation du droit au bail. C'est-à-dire que si j'ai une destination contractuelle qui est large, par exemple une clause type tout commerce, je vais avoir une valorisation du droit au bail qui est plus importante puisque celui qui va acquérir le droit au bail va pouvoir au final ouvrir à peu près toutes les activités commerciales qu'il va souhaiter. À l'inverse, si j'ai une destination contractuelle qui est restreinte, je ne vais au final pouvoir avoir une cession de droit au bail qui va être extrêmement limitée puisque celui qui va acheter mon droit au bail va devoir exercer la même activité que celle qui est d'ores et déjà prévue au sein du bail commercial. Donc, pour le coup, il y a un vrai exercice et nous, on en accompagne des preneurs qui veulent, pour le coup, faire de la cession de droit au bail ou acheter des droits au bail parce qu'effectivement, c'est un vrai élément à regarder et à vérifier si la destination contractuelle va correspondre à l'activité envisagée. Après, il y a quelques éléments qui vont éventuellement influer sur la valeur. Ça va être les aménagements et les équipements. Si j'ai un local commercial avec des équipements plutôt modernes,
Aujourd'hui, avec cette canicule, c'est sûr que si j'ai un local avec une climatisation, bah forcément, je vais avoir une valorisation qui va être un peu plus intéressante, tout du moins, et ça va pouvoir être pris en compte. J'ai également mes obligations contractuelles entre bailleurs-preneurs. Est-ce que, grosso modo, j'ai par exemple la taxe foncière qui est refacturée au preneur? Si elle est refacturée au preneur, ben, je vais avoir une diminution de ma valeur du droit au bail parce que c'est une charge normalement bailleur, mais qui est répercutée sur le preneur. Et dans ce cas, j'ai forcément une diminution de ma valorisation du droit au bail parce que j'ai un coût supplémentaire pour le preneur. J'ai également les répartitions de charges bailleur-preneur. Plus j'ai de charges qui vont être charges preneur, pareil, ma valorisation du droit au bail va diminuer puisqu'au final, j'ai un coût supplémentaire durant l'exécution de mon bail qu'il va falloir à un moment donné prendre en compte au moment où j'achète mon droit au bail. Et enfin, dernier élément qui va pouvoir influer sur le droit au bail, c'est la cessibilité. Par la cessibilité, on entend, en fait, il faut là aussi en fait, auditer le bail commercial qui est envisagé dans le cadre de la cession du droit au bail. Et ce qu'il faut regarder, c'est est-ce que j'ai une cessibilité qui est libre ou, au contraire, est-ce que j'ai une cessibilité qui doit être soumise, soit qui est interdite, parce que dans la majorité des cas, on a quand même souvent des cessibilités qui sont interdites, ou à tout le moins, qui est soumise à l'agrément du bailleur. Et dans ce cas, ça va pouvoir influer sur ma valeur du droit au bail, parce que si j'ai une incessibilité de mon droit au bail, autant vous dire que vous ne pouvez pas céder le droit au bail, et donc forcément, en fait, vous ne pouvez pas vendre un droit au bail qui est incessible. Autrement, vous contrevenez à d'autres obligations, et ça va poser d'autres soucis au moment de la vente. Et à l'inverse, si j'ai une cessibilité qui est ouverte, eh ben forcément, ça me permet de céder cette fois-ci mon droit au bail de façon large. Et donc, plus en fait, je cumule l'ensemble de ces éléments, plus ma valorisation va pouvoir influer à la hausse ou à la baisse en fonction de ce que je vais pouvoir avoir. Une fois qu'on a identifié les éléments qui influent, on a malgré tout de la jurisprudence qui est venue déterminer certaines méthodes d'évaluation. Globalement, on a deux méthodes d'évaluation qui ont pu être retenues. La première, c'est une logique indemnitaire. Alors, on exclut dans la logique indemnitaire, elle n'est pas utilisée pour les locaux, pour les boutiques. Et on a de l'autre côté une logique de marché. La logique de marché, en fait, c'est on prend en compte ce différentiel de loyer entre le loyer hypothétique au moment du renouvellement, on part sur un loyer hypothétique, et de l'autre, le loyer de marché. On calcule cette différence auquel on va appliquer un coefficient. La logique indemnitaire est moins utilisée, est moins courante, et c'est plus l'économie des coûts locatifs. Et on l'utilise peut-être un peu plus pour les bureaux parce qu'on a moins de logique de marché. Et donc, du coup, on va utiliser une logique indemnitaire. Il faut savoir, élément quand même important et à retenir, c'est que dans les méthodes d'évaluation, en fait, vous pouvez tout à fait avoir un tiers qui va venir voir un locataire qui est actuellement en place et qui va dire « je vous achète et je vous propose d'acheter votre droit au bail, admettons, à 20 000 €. Les juridictions ne prennent pas en compte cet élément au final qui est assez marché et elles vont exclure le prix qui a pu être proposé par un tiers pour acheter l'emplacement de façon assez curieuse, mais en tout cas, jusque-là, on n'a pas de juridiction qui ont admis de savoir à quel coût, au final, dans la réalité, le local pourrait être cédé. En toute hypothèse, que ce soit pour la logique indemnitaire ou la logique de marché, il faut quand même retenir que la valeur du droit au bail, globalement, elle va correspondre à ce que je vous disais tout à l'heure entre la différence entre ce loyer théorique et le loyer du marché qu'on a autour du local commercial considéré. Ce qui nous donne, en fait, aujourd'hui, on a à peu près deux méthodes d'évaluation du droit au bail. Il faut savoir que les juridictions évoluent sur les méthodes d'évaluation du droit au bail. On a eu une première période dans les années 80 où les juridictions considéraient qu'en fait, on faisait le calcul du différentiel et on appliquait un coefficient 9 parce qu'on considérait que la durée moyenne, tout du moins de principe fixé dans le code de commerce, c'est 9 ans.
Et donc, on faisait 9 ans. Puis, dans les années 90, ils ont modifié en fait la méthode de coefficient pour appliquer cette fois-ci une méthode de coefficient dans le cadre des indemnités d'éviction, avec un barème croisé entre, d'un côté, en fait, la durée qui était prévue au bail ou initialement prévue au bail, qui peut éventuellement, après, on peut mettre des clauses de renouvellement obligatoire, donc ça pouvait monter au-delà de 9 ans. Et on appliquait le taux, on va dire le calcul du taux d'intérêt légal d'un placement classique. Et donc, on faisait un peu un barème en croix entre les deux, ce qui réduisait le taux à 9. Donc, on arrivait sur des taux à 5,4 parce qu'en fonction du placement qu'on avait, surtout dans les périodes d'inflation, on a des placements qui remontent. Donc, quand on a 5 ou 10%, ben, ça venait d'autant réduire le coefficient. Puis, aujourd'hui, ce qui est appliqué par les juridictions, c'est cette méthode que vous voyez du coup sur la diapositive, où on va considérer et on applique un coefficient entre 2 et 12 à cette économie de loyer réalisée. Pour les dépôts ateliers, on est entre 2,5 et 3. Pour les centres commerciaux, on est entre 8 et 10. Et dans les centres-villes, tout va dépendre en fait de la situation de l'emplacement du loyer. Donc, plus j'ai un emplacement qui est à haute valeur commerciale, alors je pense notamment à Lyon, rue de la République, par exemple, qui est à haute valeur commerciale, on est en centre-ville, on va se retrouver sur des coefficients à 8 à 12. À l'inverse, si on est sur des rues un peu parallèles ou sur d'autres arrondissements, on va se retrouver en fonction des arrondissements sur des situations qui vont être à 4 ou 6 ou autres. Donc, en fait, c'est l'emplacement qui va déterminer ce coefficient. Et pour le coup, il va falloir à peu près déterminer dans quelle situation on se retrouve, si on est en situation médiocre ou si on est en très haute valeur commerciale. Et une fois qu'on a déterminé le coefficient, on va prendre en fait l'économie de loyer réalisée sur un an, à laquelle on va le multiplier par le coefficient on va dire, sur la durée indirectement. À la suite de ça, il faut savoir, pour le moment, il y a une autre méthode qui a été dégagée par 2 experts judiciaires qui traitent des valeurs locatives, qu'ils ont par la suite affinées, mais qui était en fait de considérer, de dire, au final, là où j'ai des très hautes valeurs commerciales, c'est là où, in fine, j'ai mes valeurs locatives qui sont les plus importantes, et au mètre carré. Et donc, c'est vrai que, par exemple, sur des emplacements rue de la République, je suis à une valorisation au mètre carré qui est plus de l'ordre, alors je ne sais pas où sont exactement les derniers chiffres, mais je suis plus de l'ordre de 7 500 € au mètre carré. Et donc, leur logique était de dire, en fait, je suis plus de 7 500 € du mètre carré, donc j'applique un coefficient 12, et ça se correspond, in fine, à la méthode utilisée aujourd'hui par les juridictions, parce qu'on va considérer que de toute façon, c'est très haute valeur en termes de commercialité. Il faut savoir que ce tableau qui vous est présenté a par la suite été un peu modifié par les 2 experts judiciaires, parce que vous le voyez, les coefficients, en fait, ils passaient de 2 en 2 avec des trous dans la raquette au niveau des valeurs locatives. Et donc, ils ont un peu affiné le tableau en étant un peu plus précis sur les valeurs locatives au mètre carré et sur les coefficients. Et en fait, ils ont adopté des coefficients qui sont de 0,5 en 0,5. Le souci, c'est que cette méthode-là, aujourd'hui, alors, elle a une simplicité, parce qu'effectivement, j'arrive au final assez facilement à connaître ma valeur locative au mètre carré sur certains emplacements. Mais la difficulté est qu'aujourd'hui, elle n'est pas reconnue par les juridictions. Et la deuxième difficulté, quand on a un marché comme aujourd'hui qui est un peu atone, on a des valeurs locatives au mètre carré qui ont diminué, mais en revanche, on serait tout de même d'avis d'appliquer des coefficients qui sont importants, toujours rue de la... Si je reprends mon exemple de rue de la République, en fait, mon coefficient rue de la République, il est toujours à 12. Et pour autant, ma valeur locative, aujourd'hui, n'est peut-être plus à 7 500 €, mais peut-être à 6 500. Et donc, ça voudrait dire que si j'applique cette méthodologie de ce tableau, je serai sur un coefficient 10, alors que pour autant, j'ai une très haute valeur. Donc, on va dire, j'ai une limite à cette simplicité dans le calcul qui est celle de savoir, au final, quand j'ai une valorisation du mètre carré qui évolue à la baisse ou à la hausse,
comment est-ce que j'applique finalement mes coefficients. Et donc, ça voudrait dire pour le moment, en fait, c'est qu'il faudrait réactualiser ce tableau de façon assez régulière si on voulait l'appliquer de façon automatique. On va dire ça comme ça. Et alors, une fois en fait que j'ai appliqué mon coefficient, c'est ce que je vous disais en présentation, je vais avoir en fait des éléments extrinsèques qui vont pouvoir modifier à la hausse ou à la baisse de nouveau mon loyer. En fait, c'est la rareté des locaux. Il est certain que plus j'ai un emplacement où j'ai une rareté parce que j'ai très peu de local disponible. Alors ça, c'est notamment vu dans la grande distribution quand il se faisait la guerre, maintenant un peu moins, mais à un moment donné, il se faisait une grande guerre sur les emplacements et ils cherchaient notamment à acquérir des droits au bail parce que ça leur permettait de gagner et de faire des ouvertures là où ils étaient parfois limités, notamment sur les centres-villes. Donc plus j'ai une rareté, plus mon droit au bail va augmenter. J'ai parfois des contraintes techniques. Alors, il y a eu un cas notamment de la cour d'appel, sur la cour d'appel de Paris où j'avais un local en fait qui était aux normes PMR, mais les contraintes techniques avaient évolué et les réglementations avaient évolué. Sauf que tant qu'en fait j'avais une activité qui était conservée dans le local, je n'avais pas d'obligation à me mettre à jour de mes normes PMR. Et donc la cour d'appel de Paris a considéré qu'en fait cette simple contrainte technique d'accès PMR pouvait avoir une valorisation et augmenter la valorisation de mon droit au bail. Parce que ça m'évitait de faire des gros travaux et ça me permettait d'accueillir mes clients parce qu'ils devaient respecter le local des normes PMR pour son activité. L'autre élément, ce qui va énormément en fait aussi avoir d'influence, là pour le coup, c'est la destination autorisée par le bail, mais également à prendre en compte en fonction du secteur dans lequel il se trouve. Et alors l'exemple type qu'on prend, c'est l'histoire du droguiste qui se trouvait Faubourg Saint-Honoré à Paris. Faubourg Saint-Honoré à Paris, c'est plutôt des enseignes de luxe, ou tout du moins de couture, qui sont implantées. Et en fait, mon droguiste fait un peu tâche au milieu de ces enseignes-là. Et pour le coup, même si j'ai un emplacement qui a forte valeur ajoutée, parce que je suis Faubourg Saint-Honoré à Paris, pour autant, l'activité qui était incluse dans le bail commercial ne me permettait pas forcément d'attirer quelqu'un qui allait vouloir acheter le droit au bail parce qu'en fait, celui qui allait être intéressé, c'est pour vendre forcément, ou majoritairement tout du moins des vêtements. Et donc, c'est sûr que là, pour le coup, on va comparer entre deux baux qui vont être au final au même emplacement. Pour autant, on va regarder la destination du bail puisque ça va avoir une importance sur sa valorisation. L'autre élément qui va pouvoir également jouer, c'est l'état d'entretien du local, parce que c'est une obligation locataire, l'entretien. Et donc, forcément, s'il est bien entretenu, ça va pouvoir jouer un peu à la hausse. Et c'est ce que je vous disais en tout début, mais effectivement, cette libre cession de mon droit au bail va avoir une importance extrême sur la valorisation du droit au bail, puisque si je n'ai pas de liberté dans la cession, au final, je ne vais pas pouvoir en fait céder mon droit au bail. Donc en fait, j'ai pas de valeur, j'ai pas de valorisation du droit au bail possible. Et je le sais, pour le coup, nous on a eu des cas comme ça. Il ne faut pas faire rentrer des ronds dans des carrés. C'est le cas parfois qu'on voit où au final, il y en a des preneurs qui vont, sous couvert de faire une cession de fonds de commerce, faire en réalité une cession de droit au bail, mais pour autant, je n'aurai pas la même activité. Donc, c'est de toute façon pas possible techniquement. Il y a un risque sur l'acte passé par la suite. Et donc, il faut absolument regarder, il faut absolument auditer, pour le coup, le bail commercial pour savoir si j'ai effectivement une liberté ou dans quelle mesure, si je n'ai pas de liberté, dans quelle mesure je dois faire le check-up pour pouvoir éventuellement céder mon droit au bail. Parce que si je ne peux pas, encore une fois, librement céder mon droit au bail, je n'ai pas de valorisation possible et je n'ai pas de cession possible. À cela s'ajoute que tout ce que je vous ai dit s'applique, on va dire, de façon globale pour tout ce qui va être boutique, commerce de manière générale ou même restaurant. Mais le droit au bail a deux cas particuliers qui sont d'une part les locaux et d'autre part les locaux monovalents. Alors, je vais commencer par les locaux monovalents. Ce qu'on considère comme locaux monovalents, en fait, c'est les locaux qui sont très difficilement aménageables pour exercer une autre activité. Et typiquement, dedans, on rentre les cinémas et les hôtels parce que ça nécessite de gros travaux pour pouvoir changer l'activité de ces locaux. Le deuxième, c'est les bureaux. Et alors, pour les bureaux,
on est soumis à l'appréciation souveraine des juges du fond. Pour la petite histoire, on a des cours d'appel qui ont pu considérer dans certaines situations et admettre une valorisation du droit au bail. Et dans d'autres situations, les mêmes cours d'appel estimaient qu'il n'existait pas de valorisation de droit au bail pour les bureaux parce qu'on considère que en fait, c'est des dispositions spécifiques pour la valorisation des loyers et que du fait de ces spécificités prévues dans le code de commerce, il n'existait pas de valeur de droit au bail parce que je n'avais pas d'écart entre la valeur fixée théorique de mon bail et la valeur de marché qui existait de l'autre. Et à l'inverse, parfois, on a d'autres juridictions qui ont pu accepter une valorisation du droit au bail. Il y a notamment eu 2 cas particuliers. C'est dans la situation d'une résiliation en fait triennale qui est intervenue par anticipation par rapport à la fin du bail, qui est intervenue, je crois, de mémoire, au bout de 3 ans, alors que le bail faisait 9 ans. Et là, pour le coup, les juges ont considéré qu'en fait, j'avais quand même malgré tout 6 ans à indemniser de valorisation de droit au bail, parce qu'il me restait 6 ans à courir au niveau de mon bail. Et la deuxième situation qui s'est un peu rencontrée, c'était pour des chirurgiens dentistes, pour le coup, qui avaient signé un bail commercial, alors même qu'ils auraient pu au final se soumettre à d'autres dispositions parce qu'on est sur des professions libérales. On considère que c'est plutôt du bureau plutôt que du bail commercial parce qu'ils n'ont pas d'activité en tant que telle attachée à leur cabinet. Et pour le coup, en fait, leur activité était un peu spécifique, c'est qu'ils ne faisaient pas uniquement de la location de bureaux. Il y avait notamment des sujets de stockage et autres, et de vente un peu intermédiaires qui étaient faites au sein du cabinet dentaire. Et là, pour le coup, les juridictions ont considéré que j'avais effectivement une valorisation du droit au bail pour ce type de bureau. Enfin, pour terminer, il y a une question qui demeure, en fait, c'est la question depuis Pinel, qu'il a été instauré ce qu'on appelle un lissage au moment si j'ai des déplafonnements ou des plafonnements de loyer. Pour rappel, je ne sais pas si vous le savez, mais en fait, même si j'arrive à obtenir un déplafonnement de mon loyer commercial au moment de mon renouvellement, aujourd'hui, le bailleur ne peut pas augmenter de plus de 10% le loyer commercial par an. Grosso modo, si j'avais une valorisation qui était à 10, qui est estimée après expertise judiciaire ou autre à 100, je ne vais pouvoir obtenir cette valorisation de 100 qu'en l'augmentant de 10% par an. Donc en fait, chaque année, je vais, alors en plus, je fais même 10% par rapport à 10. Donc en fait, je vais passer de 11, puis 12, puis 13, etc., jusqu'à arriver au 100 qui serait ma valeur. Pour le coup, la question s'est posée de savoir si dans la valorisation du droit au bail, ça devait être inclus, parce qu'effectivement, pour le preneur, ça lui fait une vraie économie, puisque sur les 9, au final, années suivantes, dans mon exemple, eh ben, au bout des 9 années, il va arriver à 19 et il ne sera toujours pas arrivé à 100. Donc, on aurait pu estimer que ça rentrait dans la valorisation du droit au bail. Pour le moment, la jurisprudence ne l'intègre pas. En revanche, on l'intègre de façon différente parce qu'on l'intègre en termes de préjudice. Mais, à mon sens, si vous faites de la cession pure de droit au bail hors cas de l'indemnité d'éviction, du paiement de l'indemnité d'éviction, je pense qu'il y a effectivement un sujet à s'intéresser, de savoir dans quel cadre mon bail commercial est actuellement et est-ce que mon locataire éventuellement bénéficie de ce lissage du loyer commercial, puisque ça peut effectivement rentrer dans le cadre d'une valorisation, puisqu'on l'a vu, la question du loyer est importante à ce moment-là dans le calcul de la valorisation du droit au bail. Alors, pour ma part, j'ai terminé moi, sur la présentation. Je ne sais pas si Franck veut reprendre la parole ou si on passe aux questions directement. On va passer aux questions, mais bon, d'abord, Julien, merci pour la grande qualité de cette présentation. C'était vraiment très intéressant. Si je fais un petit résumé, en fait, quand on vend une entreprise ou un fonds de commerce, souvent c'est basé sur un multiple transactionnel, rapport chiffre d'affaires. Quand c'est un fonds de commerce, chiffre d'affaires sur prix de vente ou l'inverse. Là, si je comprends bien, quand on parle de droit au bail, c'est pour synthétiser, finalement, pour calculer la valeur, j'ai à la fois un multiple d'emplacement, mais aussi la notion de delta sur les loyers. Est-ce que ça, c'est assez bien résumé, Julien? Oui. Alors, en fait, je prends mon delta de loyer auquel j'applique mon coefficient d'emplacement. C'est bien En fait, résumé. globalement, C'est c'est très clair. si j'ai
un loyer théorique de renouvellement qui était de 50, mais j'ai un loyer de marché à 100, à ce moment-là, j'ai 50 de différentiel. À ces 50, je vais appliquer mon coefficient en fonction de l'emplacement du local. C'est extrêmement clair. Et après, alors là, pour le coup, après, c'est plus difficile pour le coup à mesurer, mais après, il y a tous les éléments extrinsèques pour le coup. Bien sûr. Non, mais c'était pour donner en fait les grandes lignes. Finalement, Mais oui, globalement, on c'est ça. travaille sur des multiples quelque part. Quand on valorise, très souvent, il y a des notions de multiples, et c'était pour faire en fait établir le fil conducteur, titre, fonds, droit au bail. Il y a quelque part des notions de multiples. Au même titre qu'il faut retraiter, il y a aussi des retraitements, bien sûr, comme dans toute évaluation. Et les retraitements, c'est ce que tu viens de dire. Oui, oui. Alors après, je pense que pareil, au final, quand on cède un fonds de commerce, sauf si on n'achète pas le droit au bail dedans dans la cession du fonds, mais en général, on achète le droit au bail. C'est sûr que c'est aussi un élément à prendre en compte pour savoir comment je valorise une partie des éléments de la cession du fonds de commerce. Exactement. Alors justement, j'ai une question. Quand on achète une entreprise, des titres, est-ce qu'on peut y intégrer ou pas le droit au bail? Comment ça fonctionne? Alors pour le fonds, on l'a vu, mais je rachète des titres de société où je vends mes titres. Finalement, est-ce que je peux valoriser cette partie-là? Comment est-ce que ça intervient? Normalement, dans la cession de titres, il y a une vente du fonds de commerce qui est faite. Alors, la cession de titres, c'est un peu différent de la cession de fonds parce que, pour le coup, dans la cession de titres, je cède l'actif et le passif de la société, je cède tout, hein. Donc, le passé, la totalité. Et donc, il est certain que, après, il faut faire des choix, mais au moment, tout du moins, où je cède mes titres, oui, en fonction des emplacements, on va dire que ça peut avoir une valorisation, une influence sur le prix de cession des titres global. Et c'est sûr que si j'ai un bail commercial ou si j'ai une problématique sur la situation locative, je vais avoir quelqu'un qui va acheter les titres qui va vouloir de toute façon devoir acheter la patate chaude de la problématique éventuellement du bail commercial si j'ai des soucis sur celui-là, quoi. Moi, je l'ai déjà eu pour le coup sur des sessions. Alors, c'était un peu différent, après on a transigé, mais c'est vrai qu'effectivement, j'ai eu quelqu'un qui a racheté pour de l'externalisation du développement externe, qui rachète une société, et dans la société, j'avais une problématique effectivement sur mon droit au bail avec le bailleur, où j'avais un vrai problème, où il était contesté, le bailleur contestait le droit au bail qui avait été jusque-là appliqué par lui et le preneur. Et pour le coup, c'est rentré dans le sujet de la discussion au moment de la cession des titres. Parce qu'il y avait un vrai risque que celui qui achetait les titres se retrouve in fine à devoir quitter les locaux qu'il avait pourtant inclus dans le cadre de la cession de ces titres. Très bien. Il nous reste une vingtaine de minutes. Je crois qu'il y a Corentine qui voulait poser une question, et ensuite on vous ouvrira les micros pour poser les questions. Ma question a été axée par rapport à du coup la valorisation du droit au bail. C'est une mission qui doit être réalisée par un expert comptable, un tiers de confiance, un indépendant, un expert de justice. Est-ce qu'il y a un parti qui doit obligatoirement la réaliser ou est-ce que ça peut être entre gros guillemets n'importe qui? Il n'y a pas disons que légalement, il n'y a pas d'obligation. Tout à chacun peut valoriser son droit au bail. Alors après, c'est sûr que, en fait, tant que je rentre dans des questions conventionnelles et qu'on contractualise le tout, en fait, c'est toujours l'histoire de l'offre et de la demande. J'ai quelqu'un qui est prêt à acheter le prix là de cette valorisation du droit au bail. J'ai pas quelqu'un spécifiquement qui va pouvoir, qui va spécifiquement fixer la valorisation du droit au bail. En revanche, c'est sûr que si les parties n'arrivent pas à s'entendre sur le prix qu'est ce droit au bail, soit on fait appel effectivement à un expert judiciaire qui peut être désigné d'ailleurs d'un commun accord entre les parties, hein. C'est tout à fait possible de désigner un expert commun. Souvent, on se retrouve, nous, dans des situations quand on a réglé les questions d'indemnité d'éviction, parce qu'on parle de cette valorisation du droit au bail. Souvent, en fait, on se retrouve à chacun avoir sollicité un expert judiciaire qui connaît le métier, et on arrive chacun avec son évaluation, et
globalement, après c'est de la négociation, mais globalement, on se dit au final, le bon prix est peut-être celui qui se retrouve entre les deux expertises judiciaires. Mais voilà, après, il faut savoir qu'effectivement, il y a des experts judiciaires qui font de la valorisation du droit au bail parce qu'ils la traitent dans le cadre des indemnités d'éviction. Mais j'ai envie de dire, ce serait plus si les parties n'arrivent pas à trouver un juste accord sur la valorisation du droit au bail. Merci. Ce que je vous propose du coup, c'est de passer directement aux questions. Donc comme on avait dit, hein, vous pouvez soit les poser dans le chat, comme ça on va les lire à l'oral, et puis ou autrement, vous pouvez directement ouvrir votre micro pour qu'on puisse échanger de vive voix. Voilà, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. Oui, bonjour. Moi, je reviens juste sur la valorisation pour l'indemnité d'éviction. Est-ce qu'on tient compte de la partie de la fiscalité? Parce que, bon, un droit au bail, la cession d'un droit au bail ne bénéficie pas d'exonération pour durée de détention. En revanche, la vente d'un fonds de commerce, elle en bénéficie. Je ne sais pas si vous m'avez entendu. Alors, très faiblement. Très faiblement, je reprends. Je disais, est-ce qu'on tenait compte de la fiscalité en matière d'évaluation dans les cas de l'indemnité d'éviction? Parce que le fonds de commerce bénéficie bien, que sur certains seuils bien entendu, de l'exonération. En revanche, le droit au bail, lui, il est imposable. Alors sur l'indemnité d'éviction, c'est un peu particulier parce que pour le coup, le principe de l'indemnité d'éviction est que, en fait, on indemnise, pour le coup, le locataire. Il y a vraiment un caractère indemnitaire. Et fiscalement, j'ai sur l'indemnité d'éviction, par exemple, parce que la question, moi, s'était posée, mais j'ai pas jusque-là, tout du moins, la doctrine fiscale est d'accord là-dessus, j'ai pas de TVA et normalement, alors après, c'est une somme d'argent que vous recevez. Alors, je suis pas sûr que Je ne parle pas de TVA, bien entendu. Je parle surtout de l'IS pour les sociétés, par exemple. Oui, j'ai bien compris. Ou en matière d'impôt sur le revenu pour les indépendants. Alors, c'est de l'indemnisation. Normalement, alors, je suis pas fiscaliste, mais normalement, les indemnités, je dirais comme ça, elles ne sont pas, comment dire, Imposable. pas imposables parce qu'on considère que c'est de l'indemnisation de préjudice. Vous savez, au final, alors après, ça dépend, mais quand on fait des procès sur des paiements de factures, ça rentre dans votre chiffre d'affaires. En revanche, si c'est de l'indemnisation en tant que telle, que vous ayez un accident de la route ou autre, ça ne rentre pas dans vos revenus, les indemnisations. Oui, mais ce n'est pas une indemnisation corporelle. Là, on est une indemnisation oui, mais bien. Globalement, c'est à peu près la règle qui est appliquée. C'est soumis, hein, c'est imposable. Et on est en cession de fonds de commerce. Dans certains cas, on bénéficie bien entendu de l'exonération pour durée de détention. Dans d'autres, et l'indemnité, la cession du bail, de droit au bail, c'est une cession d'un élément de fonds de commerce d'une manière isolée, ne bénéficie pas de cette exonération. Vous êtes d'accord avec moi que la cession, hormis cette situation d'indemnité d'éviction, le droit au bail est est imposable et ne bénéficie pas d'exonération. Alors, je botte en touche parce que je ne fais pas du tout de droit fiscal. Je ne voudrais pas répondre à la question. On appellera un avocat fiscaliste, on vous fera une réponse. Mais je ne voudrais pas dire de bêtises, en fait. Parce que c'est vrai que moi, pour le coup, toutes les questions fiscales, au final, moi, je les transfère sur des confrères. Parce que pour le coup, c'est chacun son métier un peu. Oui, non, mais je reviens toujours un petit peu, c'est comme l'indemnisation de employabilité, si vous voulez, donc dans une indemnisation, parce que dans une situation d'éviction, en fait, on vous force quelque part la main à vendre. Donc, si vous voulez, il y a des indemnités de employabilité, il y a des indemnités de fiscalité également, hein, parfois, parce que vous subissez la fiscalité, parce qu'après, derrière, pour vous réinstaller, vous êtes obligé de... Parce que l'exonération, je le rappelle, hein, c'est pour bénéficier de l'exonération, il faut que ce soit le fonds de commerce. Et le fonds de commerce, il faut qu'il
qu'il y ait le transfert de tous les éléments du fonds de commerce, clientèle, stock et tout ce qui s'ensuit, matériel. Et le bail, bien Alors après, entendu. l'indemnité d'éviction, pour le coup, ce qu'elle indemnise, alors c'est soit le transfert du fonds de commerce, soit la disparition du fonds de commerce. Et dans l'indemnité d'éviction, j'ai certes mon fonds de commerce et mon droit au bail, mais j'ai également d'autres indemnités, ce qu'on appelle nous les indemnités accessoires. Et notamment dans l'hypothèse où quand j'ai des transferts, je vais par exemple avoir des frais de déménagement ou de réaménagement Oui, dans c'est le nouveau ce que local. j'appelle, moi, de réemployabilité. Et donc pour le coup, pareil, si je dois licencier, parfois ça arrive, Oui. des licenciements de salariés. Bien sûr. Et donc Très pour le bien. coup, ça fait partie des indemnités accessoires dans le cadre de l'indemnité d'éviction. Merci, c'est clair, on regardera pour cette partie-là, on va essayer d'avoir plus de réponses. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, je vois. Alors, je vois qu'il y a une question dans le chat. N'hésitez pas à ouvrir votre micro. Vous pouvez poser votre question ou la mettre directement par écrit. Alors, je ne sais pas si vous m'entendez. Oui, Très bien. très bien. Ah, très bien. Donc, merci pour la présentation qui était très claire. Dans l'hypothèse du calcul du droit au bail, comme le différentiel entre la valeur de marché du loyer, enfin le loyer marché, et le loyer prévu dans le contrat. Est-ce que dans ce calcul est inclus obligatoirement une notion d'actualisation des loyers, premièrement, et deuxièmement, est-ce que cette notion d'actualisation, si elle est mise en œuvre, parce que logique économiquement et financièrement, est-ce que cette actualisation est reconnue par la jurisprudence? Et si oui, quels sont les critères de fixation du taux d'actualisation? Vous parlez notamment quand j'ai des clauses d'indexation? Alors, c'est le cas, mais par exemple, si vous voulez, je suis par exemple en début d'un bail de 9 ans. J'ai donc une économie annuelle sur les 9 ans que je vais chiffrer, que je vais actualiser, parce que l'économie que je vais faire la 9e année, imaginons qu'il y ait de l'inflation ou beaucoup d'inflation, n'a pas la même valeur quand je valorise mon droit au bail que l'économie que je réalise l'année même ou l'année d'après. En fait, l'économie dans le temps que je réalise n'a pas la même valeur suivant l'année où elle se positionne, ce qui nécessite l'actualisation de ce flux, enfin, de cette économie de fait. Alors Donc, après, normalement, après ça dépend des bailleurs, mais normalement les indexations, elles sont quand même faites au fur et à mesure. Après, ça dépend des politiques un peu. Faire une actualisation au bout de 9 ans, une indexation au bout de 9 ans, c'est quand même un peu dur. Et en général, vu que votre indexation est quand même faite au fur et à mesure, l'indexation, elle est faite là pour normalement arriver à essayer de suivre le prix du marché. Je sais pas si. Donc normalement, mon différentiel devrait être à peu près le même, que ce soit en début de bail qu'en fin de bail, si les indexations sont correctement faites. d'accord. Mais en revanche, alors c'est un peu en fait, c'est un peu le cas du. Alors après, on est plus sur des indemnités. Je pense que la question se pose plus sur des paiements d'indemnités d'éviction. C'est un peu le cas de ce que j'avais fini par terminer, c'est la question du lissage, du loyer, qui arrive en fait au bout de 9 ans. Voilà. C'est dans l'éventualité où en fait j'ai une augmentation de mon loyer de plus de 10%. Et dans ce cas-là, pour éviter d'avoir une augmentation d'un coup, on va lisser en fait dans le temps mon augmentation de loyer. La jurisprudence, pour le coup, exclut, alors même que ça réalise malgré tout une économie pour le preneur, puisque ça va lui permettre en fait pendant X temps de toujours pas être à la valeur de marché, donc de réaliser une économie dans le temps. Pour autant, la jurisprudence l'exclut de la valorisation du droit au bail aujourd'hui. Alors, elle l'indemnise par une autre méthode, donc c'est malgré tout indemnisé, ce fait-là de lissage, mais en tout cas, ça ne rentre pas aujourd'hui dans la valorisation du droit au bail. Il y a eu en fait, il y a eu peu de décisions parce que bon, on est sur 2014 et de mémoire, je crois qu'il y a eu 2 décisions à Paris, dont une du TJ de Paris sur cette question-là. Il n'a que de recul au final parce que en fait, le dispositif du lissage est rentré en 2014. Donc moi, je serais d'avis, mais après, ça n'engage que moi,
de faire un raisonnement à peu près de la même façon, c'est de dire en fait, normalement vos indexations elles se font au fur et à mesure. Donc normalement vous êtes à peu près toujours, vous suivez la même évolution que le marché, techniquement. Je ne sais pas si je suis Non, clair et si j'ai répondu. non, c'est clair. Enfin, j'avais pensé à ça parce que effectivement, il y a un indice qui est retenu souvent dans les baux commerciaux. Et cet indice, il n'est pas forcément directement lié, par exemple, au taux d'inflation. Des fois, enfin, ça dépend bien sûr des endroits, mais il y a des endroits géographiquement où, par exemple, l'indice de la construction se révèle bien au-dessous du taux de l'inflation. Alors quand les deux sont proches, je dirais, il n'y a pas de problème, mais s'il y a une déconnexion, ce qui peut arriver dans certains cas, dans la région où je suis, eh bien, c'est un sujet. Non, en fait, Effectivement, oui, j'ai compris votre résumé. Oui, mais en fait, les cas, c'est plus quand on va se retrouver avec en fait, un marché locatif qui évolue plus fortement que les indices. Oui. Mais bon, alors normalement, l'ICC, bon, aujourd'hui, elle est de moins en moins appliquée dans les baux commerciaux. Normalement, majoritairement, on privilégie aujourd'hui l'ILC et l'ILAT. Normalement, l'inflation est quand même inclue dans le calcul de ces indices, hein. Parce que bon, après, c'est l'INSEE qui fait sa tambouille, mais normalement, ils prennent quand même en compte l'augmentation des prix et autres, on va dire, dans la vie courante. D'accord. Mais après, oui, c'est sûr que comment dire, l'inflation n'est peut-être pas entièrement prise. Alors après, pour le coup, ces dernières années sur l'ICC, comme les matériaux augmentaient beaucoup et que l'inflation était due quand même à des problématiques de crise énergétique et que les matériaux augmentaient beaucoup, l'ICC de mémoire a à peu près suivi, là, je crois, ces dernières années, le montant de l'inflation. D'accord. Très bien. Ok. Merci pour cet échange. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Si je peux abuser, en poser une dernière qui peut intéresser tout le monde, c'est est-ce que les coefficients d'emplacement, en quelque sorte, que vous avez indiqués, notamment par exemple à la rue de la République, en disant que ça pouvait monter à 12, est-ce que ces chiffres sont disponibles dans une base de données accessible, publique, qui fait que l'administration s'y réfère si elle veut analyser une transaction? Alors, nous, il y a alors moi, je n'ai pas accès aux données pour le coup de l'administration et autres. Nous, en revanche, ce qu'on a parfois accès, on a des experts judiciaires qui font on va dire des reportings des augmentations, des expertises qu'ils ont pu faire, et parfois ils nous communiquent à peu près les chiffres. Mais il y a des vraies données pour le coup. Je sais que les experts judiciaires, je pense notamment à certains cabinets d'expertise judiciaire, qui ont pour le coup en fait toute la donnée, la métadonnée, parce qu'en plus, surtout si vous avez des cabinets un peu nationaux, il y en a qui le sont, eux, pour le coup, ont un peu de données et d'infos sur les valorisations des différents emplacements. Et ils savent à peu près, en fait, comme c'est eux qui ont accès, qui participent de façon globale, parce qu'il n'y en a pas non plus tant que ça, aux expertises judiciaires, en fait, ils ont accès à peu près à toute la donnée des emplacements, du prix au mètre carré, ou alors après, éventuellement, les deuxièmes qui ont accès aux données, c'est la FNAIM, côté agent immobilier, pour le coup, qui ont accès à ces valorisations, à ces mètres carrés. Eux, ils peuvent vous dire où j'ai un très grand emplacement, où l'emplacement est un peu moins bon, etc., etc. Après, il y a aussi la typologie des boutiques qui va pouvoir jouer. Mais en tout cas, je ne pense pas que l'administration, à ma connaissance, l'administration fiscale n'a pas de données, mais après, elle voit passer. De toute façon, il y a une partie des actes qu'elle voit passer, hein. Donc, indirectement, je pense qu'elle peut refaire le calcul. Mais autrement, globalement, c'est les experts judiciaires ont beaucoup de données là-dessus. Parce qu'ils connaissent le prix au mètre carré, ils connaissent la valorisation en fonction des lieux, etc., etc. Merci beaucoup. J'en profite juste pour rebondir sur cette question. Là où Avalor peut vous aider,
c'est que dans le module fonds de commerce, on vous invitera à une présentation, vous pourrez prendre rendez-vous. Vous avez maintenant une carte avec par code APE, si je prends par exemple les boulangeries, vous avez le prix de vente et le chiffre d'affaires. Tout ça repéré sur une carte. Donc ça vous donne déjà pour la partie fonds hein, qui fait partie finalement du package. Vous avez cette indication qui est très précieuse. Alors jusqu'à présent, on voyait les prix de vente, tout ça remontant du BODAC sur une carte. Là où Avalor apporte un vrai plus, c'est que vous avez les tranches de chiffre d'affaires ou les chiffres d'affaires quand ils sont publics, tranches de chiffre d'affaires quand ils sont confidentiels, puisque nous y avons accès grâce à notre partenariat avec Infogreffe depuis 10 ans en tant qu'évaluateur et scoreur. Donc ça, c'est une donnée qui est extrêmement précieuse parce qu'on voit très rapidement des moyennes au niveau national, au niveau local, et tout ça repéré sur une carte, et ça met en perspective finalement les valeurs. Donc ça, on vous enverra le lien. On ne va pas vous faire la présentation maintenant. Il nous reste quelques minutes. Est-ce qu'on peut prendre une ou deux dernières questions? Si personne n'a d'autres questions, moi j'en avais d'autres, notamment pour un repreneur ou un cédant, est-ce qu'il y aurait des gros points de vigilance particuliers concernant le droit au bail qu'ils doivent avoir lorsqu'ils veulent reprendre ou céder une entreprise? Le premier point de vigilance, ça va être d'analyser le bail, pour le coup, même de le faire auditer en tant que tel, pour savoir déjà si la cession est possible. Qu'est-ce que je peux, si cession est possible, qu'est-ce que je peux y mettre comme activité à l'intérieur? Potentiellement, l'autre question parfois qui peut se poser, c'est de savoir, alors c'est plus si j'ai des changements d'activité entre les deux preneurs. Mais si j'ai des changements d'activité, il faut regarder éventuellement ce que j'ai le droit de faire comme aménagement et comme travaux. Parce qu'il est certain que c'est bien beau de pouvoir céder son bail, mais si au final vous ne pouvez pas réaliser vos aménagements parce que vous changez d'activité, vous allez être vite coincé à un moment donné. Et alors quand on est sur des pieds de ce qu'on appelle des boutiques de pieds d'immeuble, il y a le règlement de copropriété à regarder, savoir quelles activités sont potentiellement autorisées ou pas, parce qu'on a parfois des règlements de copropriété qui restreignent les activités qui peuvent être exercées au sein des immeubles. Et après, en fait, il y a une analyse un peu globale à faire de savoir dans quelle situation je me trouve. Est-ce que je suis en renouvellement? Est-ce que je suis en tacite prorogation? Est-ce que mon bail, dans quelle échéance et à quelle date mon bail va arriver à terme? Puisque tout cela va, à un moment donné, influer sur la valorisation et surtout la sécurisation du droit au bail que je vais pouvoir acheter. Donc après, moi, pour le coup, voilà, c'était plus sur des sessions de fonds que je l'ai vu le cas, mais c'est vrai qu'il arrive des cas où on a un cédant qui a vendu son fonds de commerce, mais le fonds de commerce, en fait, le bail était en cours de résiliation parce que le bailleur avait délivré un commandement de payer. Et malgré tout, la vente s'est faite et je me retrouve au final avec le nouvel exploitant qui n'a plus véritablement de bail commercial. Donc pour le coup, il y a vraiment un audit, à mon sens, du bail commercial à faire avant d'envisager aussi bien d'ailleurs même une cession de fonds de commerce qu'une cession de droit au bail. Et pour le coup, nous, je sais qu'on accompagne des clients parce que forcément, sur des sujets, quand vous commencez à investir des sommes qui sont importantes ou des sommes qui vont nécessiter de gros aménagements derrière, c'est peut-être un peu mieux de sécuriser au moment de la vente et c'est pas forcément des coûts, des audits de baux. Après, ça dépend de combien on en audite et autres, mais c'est pas forcément des coûts qui sont très importants. D'accord. Merci beaucoup. En tout cas, merci pour. J'ai l'impression qu'il n'y a plus de questions. Puis là, on est dans les temps, c'est parfait. On a démarré à peu près 1 heure. Un grand merci à l'équipe pour la préparation, Corentine, Eva. Merci beaucoup, Julien. C'était très intéressant. Merci aux participants pour toutes vos questions de grande qualité. Donc, l'étape suivante, Eva, qu'est-ce qu'on fait maintenant?
Alors moi, je vais vous faire passer dans tous les cas un mail avec du coup le replay de ce webinaire et surtout les coordonnées aussi du coup de Julien hein, que vous pourrez contacter si vous avez des questions, si vous avez des sujets aussi pour vos clients. Et comme ça, voilà, vous aurez également un lien avec la possibilité de prendre rendez-vous avec Avalor pour la partie utilisation du logiciel d'évaluation de fonds de commerce. Donc voilà, vous aurez toutes les informations dans ce mail récap et surtout toutes les coordonnées. Alors, dernière chose pour conclure, rendez-vous on vous souhaite un bel été. Je rappelle qu'été étant évaluation et transmission d'entreprise, c'est mon petit gimmick. Et rendez-vous au congrès des experts comptables, voilà, où on aura un stand, on vous enverra le numéro. Un mot pour conclure, Julien? Ben, merci à vous, en espérant avoir répondu à vos questions. Et voilà, n'hésitez pas si vous avez des sujets ou autres sur le droit au bail ou de manière générale sur des baux commerciaux. Voilà, vous avez mes coordonnées si besoin. À très bientôt. Merci beaucoup. Rendez-vous en septembre. Au revoir. Merci. Merci. Et bonne journée. Au revoir.